machine. Et la soupe. Et la soupe. La soupe de légumes. Voilà. Mais voilà. Alors je remonte. Profitez bien de cette soirée. Ok, merci. Je te dirai après. Alors, bonsoir à tous. C'est Madame Fatiha. Madame Fatiha. Oui, bonjour. Bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être. C'est avec plaisir. C'est avec plaisir. C'est à nous. Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. C'est notre 5e rencontre virtuelle francophone. Aujourd'hui, tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être là, d'avoir accepté notre invitation pour discuter, pour s'amuser un peu en français. Vraiment, aujourd'hui, nous avons déjà décidé de parler d'une situation de vie dont vous avez tiré une morale. S'il vous plaît, désactivez le micro. Monsieur Mohamed, s'il vous plaît. Fermez le micro. Fixez le micro, s'il vous plaît. Monsieur Mohamed, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Désactivez le micro, Monsieur Mohamed. N'allume pas le micro, s'il vous plaît. OK. Merci tout le monde. On commence notre 5e rencontre aujourd'hui. Vous allez choisir n'importe quelle situation de vie dont vous avez déjà tiré une morale, une vertu de la moralité. On commence aujourd'hui avec Monsieur Philippe Girardi. C'est à vous de vous présenter tout d'abord, mais en bref. Ensuite, vous allez nous parler de n'importe quelle situation que vous avez déjà vécue. C'est à vous, Monsieur Philippe. Ok, le micro est bon. Bonsoir à tous. Déjà, très heureux de participer à ce dialogue en français avec des gens fort sympathiques. Alors, bref présentation. Vous savez, je suis un modeste homme qui est français d'origine, qui a vécu en France pendant 40 ans, qui aujourd'hui est en Hongrie depuis 18 ans. Donc, vous voyez, je ne vais pas compter mon âge, mais les années passent. Mais tout va bien, heureusement. J'ai eu plusieurs activités dans ma vie et surtout, j'aime que les choses avancent et surtout que les journées soient bien remplies. Voilà. Alors aujourd'hui, vous savez qu'on a 60 ans, je veux pas, ou un peu plus comme moi, on a vécu un certain nombre de moments plus ou moins sympathiques, et qui, certains moments peuvent marquer. Alors, le choix est toujours difficile. Je vais en reprendre un seul. Bon, peut-être au cours de la soirée, on en parlera d'autres, mais je vais en prendre un. J'ai eu la chance, je dis que c'est une chance, de pouvoir, je ne vais pas donner de nom, hein, excusez-moi, mais vous n'aurez pas de nom, de pouvoir assez souvent, chez moi, quand j'étais en France, accueillir une personne très connue, une personne dirigeant d'un pays, petit pays, mais qui avait la même passion pour, comme vous le savez, pour l'activité chasse que je pratique depuis de nombreuses années. Cette personne venait chez moi en toute simplicité, même si il était encadré, je vais aller un peu plus loin, encadré par les gardes du corps, par un certain nombre de gens avec lui. Et un jour, alors entre nous, c'était en toute simplicité. J'ai organisé des journées pour lui, pour ses amis, et une fois au bar, le soir, après une journée bien remplie, il m'a dit, écoute,
tous tes gens qui organisent avec toi, tous les gens qui sont de la campagne, qui sont des petits agriculteurs. Je voudrais que tous y soient là. On partage des moments, on dîne ensemble. Et cette personne m'a dit une phrase qui m'a marqué. Il m'a dit, tu vois, ici je suis bien. Tout le monde sait qui je suis, mais dans leurs yeux, je suis une personne ordinaire et simple. Aujourd'hui, je peux discuter d'égal à égal avec ces gens-là. Et ça, c'est des moments que j'ai eu rarement dans ma vie. Et ces moments-là, je les aime et j'ai envie de les vivre et de les revivre. Et ça m'a marqué. C'est une personne que je vois encore de temps en temps, qui a gardé cette simplicité malgré ses fonctions actuelles. Et j'ai trouvé ça merveilleux, d'avoir envie de pouvoir discuter d'égal à égal avec tout le monde, alors que d'habitude, dans le contexte des affaires, dans le contexte politique, c'est quelqu'un de très envié et quelqu'un de très entouré. Voilà, c'est une petite histoire, mais qui m'a, encore une fois, qui m'a montré que les relations humaines de vivre d'égal à égal, même si ce n'est pas forcément le cas tous les jours, c'est important. Si je vous demande de mettre un mot comme titre de cette situation. Un seul mot? Bah, les masques. Non, je ne peux pas. Aujourd'hui, je pourrais. Non, c'est une histoire qui a 20 ans. Aujourd'hui, je pourrais, mais bon, il est toujours là, il est toujours en place. Donc, non. Choisissez n'importe quel mot comme titre de cette situation-là. Ouais, il m'a dit quelque chose en anglais, parce qu'on échangeait en anglais, mais je vais essayer de traduire en français. Alors, c'est plusieurs mots, mais il m'a dit, dans les yeux des gens qui sont à côté de moi, je ne sens pas l'envie, aucune envie de me trahir. Voilà ce qu'il m'a dit. Donc, on pourrait parler d'égalité, tout le monde est égal, etc. Peut-être, j'en sais rien, mais… La simplicité, la modestie, la simplicité, la modestie. Oui, c'est tout ça. Okay. Oui, c'est une deuxième chose. Alors, c'est une deuxième anecdote. Je vais parler toujours du même personnage. Mais bon, ça montre, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui j'ai d'excellentes relations. Okay. Voilà, ce monsieur, un jour, me dit la même chose, il était à la maison, on était à l'apéritif, mais ça confirme ce que je viens de vous dire. On était à l'apéritif à la maison et il me dit, j'ai plus de cigarettes. Ok, il fume, j'ai plus de cigarettes. Et j'habitais à l'époque en France, dans un village, petit village, avec 250 habitants. Il y a juste un petit bar tabac au centre du village. Je lui dis tout simplement, c'est pas un souci, je vais chercher des cigarettes. Et il me dit, non, je viens avec toi. Tu conduis ma voiture. J'ose le dire. Aujourd'hui, Aston Martin, j'ose le dire. C'est la première fois et la seule fois où j'ai conduit une voiture, une Aston Martin, hein, je le dis. On a trouvé qui c'était, Philippe. C'est James Bond. Ah, bravo. Non. Et on arrive devant le petit bistrot. Alors, à 8 heures du soir, devant le petit bistrot de village, de campagne, il y a des gens au bar, classique. En campagne, il y a 20-25 ans, on n'avait pas grand-chose à faire. Donc, il y a les gens au bar. Il rentre dans le bar avec moi, il offre la tournée à tout le monde, classique. Enfin, voilà. Et puis, la voiture tournait. Il n'a pas voulu que j'arrête la voiture.
le tenancier du bar, que je connaissais, bien évidemment, habitant dans ce village, me dit, il regarde dehors, il me dit, mais c'est une Aston Martin. Je dis, oui, oui, c'est une Aston Martin. Et là, il me dit, eh bien, est-ce que je peux aller la voir? Je lui dis, on demande à cette personne, qui dit oui, bien évidemment, parce que le tenancier du bistrot me dit, j'ai envie de la voir, j'ai envie de la toucher, parce que je n'en avais vu que sur PlayStation. Voilà. Et à ce moment-là, cette personne, excusez-moi, j'ai envie de dire, enfin bon, je dois cacher son nom, me dit, mais voilà, qu'il s'installe au volant, il fait un tour, c'est son rêve. Et cette personne a fait un petit tour en Aston Martin, est revenue et avait les larmes aux yeux. Voilà, comment faire plaisir à quelqu'un de façon éphémère, mais comment faire plaisir à quelqu'un parce que c'était un rêve pour lui de conduire une Aston Martin. Voilà le personnage. Ok, mille merci. On passe le micro à M. Philippe Lannes. M. Philippe. Oui, bonsoir. J'espère que vous vous présentez tout d'abord, et vous allez nous raconter n'importe quelle situation de vie dont vous avez tiré une morale. C'est à vous. Oui, c'est vraiment n'importe quelle situation. Avant de vous passer le micro, je dois remercier M. Éric Lagarenne, notre chanteur français. Bonsoir, M. Éric. Bonsoir. Bonsoir, notre chanteur français. Merci d'être là, merci d'avoir accepté notre invitation. J'aime aussi remercier notre amie tunisienne, la belle Laïla Jumali. Bonsoir Laïla. Merci d'avoir accepté l'invitation. Mille merci. C'est à vous. Merci à vous. Et merci. Je suis heureuse de retrouver une si charmante compagnie. Je connais quelques visages, donc je vous dis bonsoir depuis la Tunisie. Ok, merci. C'est à vous, M. Philippe. Merci beaucoup, M. Hissel. Charmante compagnie partagée. En deux mots, je suis très heureux de vous retrouver pour retrouver certaines que je connaissais déjà auparavant. Et puis des collègues comme Francis et d'autres. Donc, ça me fait vraiment plaisir de partager ce moment-là avec vous. En deux mots, pour être très, très bref, je suis maintenant professeur émérite à l'Université de Rouen, Normandie. J'ai été donc en poste pendant de nombreuses années à Rouen et puis à Paris 13, à Villetaneuse également, pendant plus d'une dizaine d'années. J'ai eu une expérience également à l'étranger. J'ai été en poste en Australie pendant 4 années, et puis Londres pendant 4 années, et puis à Amman, en Jordanie également, pendant 4 années pour m'occuper du réseau culturel français dans ces différents pays. Et donc voilà, maintenant c'est l'heure. Alors, comme disait Francis tout à l'heure, c'est une retraite un petit peu active quand même, on garde un peu d'énergie et de dynamisme. Et donc, en ce moment, je le consacre à la préparation des 100 ans de l'Institut français. Mais pardonnez-moi, je remarque que vous êtes encore jeune. Oui, mais toujours, bien sûr, oui. J'ai pas mis le masque, mais il y en aura peut-être besoin. Et donc, ce sont les 100 ans de l'Institut français qu'on va fêter en 2022. Et donc, je suis en ce moment dans la préparation de avec d'autres évidemment, dans la préparation de ce centenaire. Donc voilà, en deux mots, depuis la Bretagne, où je réside, là, quelques mots de présentation. Alors, vous m'avez demandé une situation ou deux situations, on va dire une, pour laisser la parole à… Non, une seule situation. Ça suffit. Une seule. Alors, j'en tiens une. Oui. Parce qu'elle est liée vraiment au souvenir que j'ai de l'Égypte. Et de l'expérience que j'ai pu avoir avec les professeurs égyptiens. Ça remonte à quelques années, on ne va pas dire le nombre, enfin quelques années quand même, pas si longtemps, enfin un petit peu. C'était des sessions de formation
avec des professeurs égyptiens qui venaient à Rouen, où j'étais en poste à l'université, avec d'autres collègues très, très investis également dans le français langue étrangère. Et donc, on avait pendant 6 mois des groupes de professeurs égyptiens qui venaient se perfectionner, échanger avec nous sur leur pratique du FLE et leur pratique d'enseignement. Et c'est vraiment une expérience qui m'a beaucoup marqué parce que, comment dire, c'était une expérience vraiment partagée. C'est-à-dire que on avait de chaque côté la patience de s'écouter, la volonté de s'écouter, et cette patience-là, cette patience au bon sens du mot, ce partage qu'on a pu avoir, il s'est répété au fil des groupes avec lesquels on a pu travailler et rester en contact, parce que je suis venu moi-même plusieurs fois en Égypte. Et donc, c'est cet échange-là qui m'a frappé. Alors peut-être quand même, parce qu'il faut un exemple, une histoire, comme vous le dites, hein, Monsieur Hussein, peut-être une histoire quand même, c'est l'histoire d'un enseignant égyptien de français, qui va rester anonyme pour l'instant, je ne donne pas de nom, mais tout de même, cet enseignant égyptien de français, il avait arrêté ses études après l'équivalent, comme on dirait, du baccalauréat, disons. Hein. Il n'avait pas du tout fait d'études universitaires en Égypte, et il faisait partie de ce groupe de professeurs de français qui enseignaient en école primaire en Égypte. Et il y a eu une sorte d'alchimie, de révélation. Ce prof s'est dit, mais moi ça m'intéresse, je trouve le goût à ça. Hein, ça me passionne, j'ai envie d'apprendre tout ce que je n'ai pas pu faire finalement pendant toute ma carrière précédente. Et donc, cet enseignant s'est inscrit à l'université en première année, ou l'équivalent de la première année, je passe les détails, et s'est inscrit en licence, et s'est inscrit en master, et a soutenu un doctorat. Et a soutenu un doctorat en linguistique, français langue étrangère, comme on veut, hein, littérature. Et je trouve que c'est une belle histoire, parce qu'en même temps, c'est quelqu'un qui est resté fidèle à sa profession, à son métier, à son envie, et en même temps qui a su quand même fournir un effort mais considérable au départ, en tout cas, pour pouvoir précisément modifier un petit peu cette situation, se mettre à d'autres pratiques, et je suis évidemment resté toujours en contact avec lui. Et c'est une belle histoire à la fois humaine et puis de travail. Voilà. Inch'Allah, notre réunion va se terminer. On va continuer la prochaine réunion tout de suite et vous avez le lien. Monsieur Philippe Lan, je voulais que vous choisissiez un seul mot convenable à cette belle situation. Je vous demande de résumer cette situation en un seul mot. Partage. Ça serait le mot partage. Okay, mille merci, mille merci. On passe ensuite à Madame Fatiha, notre belle Algérienne. Bonsoir, Madame. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Et vous m'entendez aussi? C'est à vous. Je vous demande de vous présenter d'abord. Ensuite, vous allez choisir n'importe quelle situation de vie dont vous avez bien sûr tiré une morale. Oui, bonsoir tout le monde. Je suis ravie d'être là parmi vous aujourd'hui. Alors, parmi les personnes qui sont là, je reconnais M. Aïch. M. Aïch que j'ai rencontré en Russie. Bonjour, je suis ravie de vous rencontrer encore une fois. Je garde un très bon souvenir de vous avec les publicités. Cela m'avait vraiment marqué, je vous assure. Donc, bonsoir à tout le monde. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir.
Alors, c'est Fatiha Bousmaha. Je m'excuse, je suis sur j'ai ouvert le portable de mon assistant adjoint. Je suis la secrétaire générale de l'association, la coordination nationale des enseignants de français d'Algérie, CNEFA. Donc, c'est sur son portable que j'ai ouvert le Zoom avec M. Hillel. Je suis en déplacement, donc heureusement qu'il y avait ce portable. Je voulais faire honneur à M. Hillel. Ok, merci. Et honorer surtout mon engagement. Donc, c'est Fatiha Bousmaha, j'étais professeure des collèges, je suis à la retraite, mais toujours formatrice au niveau de notre... Merci. On peut donner la parole à Hilal parce que sinon... Oui, oui, Madame Fatiha. Oui, Madame Fatiha, elle est arrivée, oui, Madame Fatiha, c'est à vous, c'est à vous. Oui, commencez, oui, nous sommes avec vous. C'est le même lien, Madame Fatiha, c'est le même lien. Oui, c'est à vous. J'attendais un autre lien, mais bon, ça va. Oui, oui. Donc, je disais, Fatiha Bousmaha, je suis formatrice des collèges, FLE, bien entendu, mais actuellement, je suis plus baignée dans le milieu associatif. Donc, je suis la secrétaire générale de la CNEFA, la Coordination nationale des enseignants de français d'Algérie, depuis environ 8 ans. Et ça a rempli ma vie, croyez-moi. C'est être aussi... prise par les actions d'une association, c'est fabuleux, c'est vraiment ce que je cherchais après avoir pris ma retraite. Mais ce dont je vais vous parler, ce n'est pas tant l'enseignement du FLE, mais c'est tout à fait autre chose. Moi, j'habite actuellement à Alger, je suis née à Alger, mais je suis originaire d'une région de Kabylie qui s'appelle Bougie, qu'on appelait Bougie avant et qui s'appelle aujourd'hui Béjaïa. Alors, Bougie, Béjaïa, se trouve à 250 km à l'est d'Alger. C'est une région, c'est la Basse-Kabylie, c'est la vallée, c'est la Basse-Kabylie, en opposition à la Haute-Kabylie, le Durdura. Donc, moi, j'ai vécu mes premières années là-bas et mes premières années jusqu'à 5 ans là-bas, mais je suis retournée dans le cocon familial. Mais ce dont je vais vous parler, c'est surtout mon retour à Bougie une quarantaine d'années plus tard. J'ai travaillé un peu partout en Algérie. Moi et mon mari, comme il est enseignant universitaire, il a fait beaucoup de wilayas, de départements. Et nous avons décidé un jour de retourner sur Béjaïa. Alors, c'était les années de Braise. Vous savez tout ce qui s'est passé en Algérie durant les années 90. Donc justement, c'était notre déménagement. On avait 2 petits garçons et nous avons déménagé pour aller nous installer à Béjaïa, à Bougie. Pour moi, c'était pas du tout un dépaysement. Au contraire, je retrouvais mes repères là-bas, la maison familiale. Alors sachez que à Bougie, c'est une charmante petite ville où les anciennes maisons du vieux centre-ville sont des maisons de style andalou, mauresque. Que plus tard, j'ai grandi, que j'ai su que j'étais un petit peu... Madame Fatiha, activez votre micro, s'il vous plaît. Activez votre... Allumez votre... Oui, c'est ça, oui. Oui. Alors, je ne sais pas à quel moment... Non, continuez. Très bien. Donc, je disais que ce n'est que quelques années plus tard que je me suis rendu compte que j'étais d'origine un petit peu assez variée, puisque du côté de mon père, j'étais berbère, du côté de la grand-mère, de la mère de mon père, j'étais andalouse, puisque de ce côté-là, c'était ceux qui étaient arrivés d'Andalousie en Afrique du Nord et qui se sont installés par la suite. Donc, l'une des familles était mes ancêtres. Et du côté de ma mère, c'était des Turcs. On ne devait pas parler de nos origines, il ne fallait pas parler de tout cela, c'était tabou. Il ne fallait pas dire non plus que nous étions berbères, ça non plus, il ne fallait pas en parler. Et donc, quelques années plus tard, c'était la décennie noire et nous sommes retournés à Bougie.
ce qui m'a marqué surtout durant ces deux années que nous avons passées à Bougie, moi, mon mari et mes deux garçons, c'était les événements qui s'étaient déroulés dans cette région. Alors, nous étions installés, comme disait ma compatriote algérienne, nous étions à Boumardès qui est une ville universitaire, où il y a beaucoup d'instituts d'hydrocarbures, beaucoup d'instituts, beaucoup d'universités. C'était une ville calme, tranquille, et le terrorisme n'était pas vraiment apparent dans la ville où j'étais, la ville de Boumardès. Mais je l'ai vraiment connu quand je suis partie à Bougie. Je l'ai connu avec les événements qui se sont déroulés là-bas. Et c'était traumatisant comme expérience, car venant d'une ville tranquille, on s'est retrouvé dans un milieu où il y avait de la résistance, où il y avait énormément de conflits, dans la ville même, où c'était une ville qui était... où il y avait beaucoup d'explosifs, où il y avait, on entendait tout le temps des balles pétaradées partout. Donc nous avons passé ces 2 ans de cette manière-là et les enfants voulaient partir ailleurs. Ils en avaient, ils nous disaient tout le temps que c'était plus possible de vivre comme ça, on veut retourner à Boumardès. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la situation elle-même, vous vivez cette tragédie, vous êtes dans la tragédie, vous n'avez pas de recul et vous ne vous rendez pas compte de la situation qu'il y a autour de vous. Et nous y avons passé 2 ans. C'était par intermittence des conflits, mais c'était également des moments chaleureux que nous avons passés là-bas avec la famille, avec... le voisinage, les gens que nous ne connaissions pas. Et donc, sur ce point, je voudrais vraiment m'attarder, c'est sur le fait que quand on est dans une situation qui paraît de loin dramatique, on ne s'en rend pas compte quand on y est, on est baigné dans cette situation. Ce n'est que lorsque nous avons redéménagé pour repartir sur la ville de Boumardès, que nous nous sommes rendus compte de la gravité de la situation et de ce que nous avions réellement vécu et que nous avions failli y laisser nos vies. Alors, le dernier jour que nous avions passé là-bas, c'était... alors, nous avions commencé à mettre nos affaires sur le camion. Il fallait le faire de manière précipitée parce qu'il fallait partir la nuit. Il fallait prendre la route la nuit. Et... d'abord, la nuit, il fallait partir la nuit. Donc, avec mes 2 enfants, 12 ans et 7 ans. Et nous avons pris la route, nous avons pris le littoral, la route du littoral. Et là, on nous avait dit que nous pouvions être arrêtés par des barrages, mais que ces barrages, on ne savait pas lesquels c'était. Donc, on n'avait pas d'autre moyen que de passer par là. Il n'y avait pas d'autre solution que de passer par là. Nous sommes passés par le littoral. Nous n'avons rencontré personne. Il n'y avait pas de barrage du tout. Nous sommes arrivés à Boumardès au petit matin. Et ce n'est qu'une fois arrivés à Boumardès que nous nous étions rendus compte que nous étions sortis d'une zone de guerre. Et là, ça nous a tous marqués. C'était un moment de tragédie vécue pendant 2 ans, de tragédie vécue pendant tout le long de la route que nous avions passé dans un désarroi terrible. Et c'est pour cela que quand vous avez dit, Hillel, raconter quelque chose, moralité. Pardon. On ne s'en rend pas compte. Ce n'est qu'une fois qu'on dépasse ce moment que l'on se rend compte de la tragédie vécue, de la frayeur, de tout ce qu'on a pu ressentir. Tout est loin derrière nous. Tout est redevenu normal. Mais ce qui reste en nous, ce sont ces moments que nous n'arrivons pas à oublier, qui nous ont complètement... Il y a une empreinte indélébile, une empreinte qui reste en nous. Et
qui nous donne de la force pour faire plein de choses dans la vie. Voilà ce dont je voulais vous parler. Fatiha, vous avez vu une situation qui vous a fait pleurer longtemps, oui ou non? C'est pleurer, non, je suis très forte, je ne pleure pas souvent, non. C'est plutôt quand je suis dans des situations, je pleure quand vraiment je trouve des situations où on peut faire quelque chose et il y a de la passivité et ça se banalise. C'est surtout ça qui m'émeut. Okay. Vive l'Algérie et vive les Algériens et les Algériennes. On passe le micro à M. Éric Lagarenne, notre chanteur. Qu'est-ce que vous allez nous chanter aujourd'hui qui nous donne de la vertu et de la moralité? C'est à vous, M. Éric, et merci d'avoir là. Merci d'être là et merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Éric Lagarenne, vous m'entendez? Monsieur Ahmed Zayat, Monsieur Éric, Monsieur Éric, Monsieur Éric, Monsieur Éric, voilà. Monsieur Éric Lagarenne. Ok, on vous attend en tout cas. On passe le micro à Madame Leïla. Madame Leïla, notre belle Tunisienne. Bonsoir, Madame Leïla. Madame Leïla, activez votre micro, s'il vous plaît. Allumez le micro. Oui. Oui, on Bonsoir vous. tout le monde. Je ne suis pas arrivée à activer mon micro. Ça va, là maintenant j'y arrive. Oui, oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ben, je suis ravie de vous retrouver. Je reconnais, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelques visages. Ben, je vous remercie, Madame Fatiha, pour cette histoire. Vraiment, vous m'avez touchée. Franchement, j'ai vécu avec vous ces moments extrêmement difficiles et c'est vraiment une excellente leçon que vous nous donnez là. Alors moi, pour vous en dire un peu, ben, j'ai choisi pour vous quelque chose. Si vous me permettez, je vais partager avec vous mon écran parce que je lis beaucoup en fait et j'ai trouvé quelque chose. Ben, je lisais, je pensais à la rencontre d'aujourd'hui, la réunion. Et du coup, voilà, cette situation, c'est celle que… Madame Leïla, c'est à vous de partager en 2 ou 3 minutes maximum, s'il vous plaît. D'accord, donc 2 ou 3 minutes. Oui, c'est à vous, Je vais oui. partager avec vous ceci. Je pense que c'est là. Ben, sinon, vous donnez la parole à quelqu'un d'autre et après on verra. Hein. OK. Voilà, je pense que c'est ça. Non, OK, OK. Ça marche, oui. Oui, le temps, non, c'est pas ça, c'est pas le Oui. document que je Oui. cherchais. Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est un travail. Ben, je le retrouve plus. Vous pouvez donner la parole à quelqu'un d'autre en attendant que je retrouve mon document. OK. Merci beaucoup, je suis désolée. OK. Cessez de partager. On va vous donner le micro une autre fois. Mais cessez de partager, s'il vous plaît. Cessez de partager. OK, merci. Merci. On passe le micro maintenant à Monsieur Éric. Monsieur Éric Lagarenne. Monsieur Éric. Son micro n'apparaît pas, il n'arrive Oui, oui, elle est en panne, je crois, oui, oui. OK, on passe le micro à Monsieur Nachet. Monsieur Nachet. Monsieur Nachet, vous m'entendez? Oui. Oui, c'est à vous. Présentez-vous. Tout d'abord, ensuite, vous allez choisir n'importe quelle situation de vie, Monsieur Nachet. Ensuite, vous allez nous dire la morale ou bien la vertu dont vous avez déjà tiré de cette situation-là. Oui. D'accord. Avant de me présenter, j'aimerais bien vous remercier de m'avoir invité à participer à cette soirée francophone. J'aimerais bien aussi exprimer ma joie de partager ces moments avec des personnes sympas. Moi, je m'appelle Nachat Hambal, je suis ancien
enseignant de français égyptien. Et je suis actuellement en France. Je suis FLE à l'université de Rouen, Normandie. L'année dernière, j'ai validé Master 1. Et cette année, Inch'Allah, j'espère valider Master 2. Je vais allumer ma vidéo. Alhamdulillah, je vais valider Master 1 et je rédiger le marathon. Pour l'histoire, on vit plein de situations chaque jour. Moi, je voudrais parler aujourd'hui du feuilleton égyptien qui m'a beaucoup touché. On s'appelle, tous les Égyptiens savent très bien ce feuilleton. C'est un feuilleton qui s'appelle Rafet el-Hagan. Je donne un ce feuilleton pour nos amis étrangers. Un feuilleton qui compte entre l'Égypte et Israël pendant les années 60-70. Il raconte l'histoire d'un qui a travaillé pour le compte des services de renseignement égyptiens. En fait, ce feuilleton m'a beaucoup touché parce qu'on vers les yeux sur des personnes qui sont prêtes à risquer leur vie pour sauver la patrie, pour aider leur patrie, pour de leur pays. Et ça m'a beaucoup marqué. J'avais à l'époque, sauf qu'il était divisé pour les années 90. J'étais à l'époque petit, j'avais 12 ans. Monsieur Nachat, s'il vous plaît, Monsieur Nachat, s'il vous plaît, essayez de fixer le micro un peu. Bien. Allô? Oui, on vous entend, oui, on vous écoute. Oui, oui, c'est à vous, continuez. Continuez. D'accord. Je voudrais dire que ce feuilleton m'a beaucoup touché. Il a augmenté en fait l'amour pour moi, pour ma patrie. Il a augmenté le sacrifice pour lui. Et j'ai apprécié beaucoup en fait. Et la morale que je peux retirer de ce feuilleton, qu'on doit respecter nos patries, qu'on doit faire nos efforts pour garder nos patries en paix et en tranquillité. Merci, monsieur. Merci, merci, monsieur Nachat. On passe le micro à Madame Raïssa. Madame Raïssa. Bonsoir, monsieur Hillel. Notre belle inspectrice égyptienne. Merci, c'est très gentil de votre part. Bonsoir tout le monde. Très ravi d'être parmi vous aujourd'hui dans cette soirée francophone. Très ravi de croiser Monsieur Lannes. Monsieur Lannes, j'étais boursière à l'université de Rouen en l'an 2000. Très ravi de vous rencontrer une autre fois. Moi, je suis Raïssa Farag, égyptienne de la ville d'Alexandrie, une ville côtière. Je suis formatrice des formateurs. Je suis aussi première instructrice de FLE. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler d'un personnage égyptien qui a influencé beaucoup sur mon âme, moi-même personnellement. C'était le docteur des pauvres, le médecin des pauvres. Le médecin des pauvres, c'est la personne, c'est sa photo qui est sur le poster de cette rencontre-là. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce médecin des pauvres? C'est le docteur Machali. Il est né au gouvernorat de Bahira. Il a eu son diplôme de médecine en l'an 1967 de l'université du Caire. Après qu'il a eu son diplôme, il a découvert que son père, il a sacrifié son traitement à lui pour que Mohamed Machali devienne un médecin.
Alors, Mohamed Machali, il vient d'un environnement pauvre. Alors, il a promis le bon Dieu de ne jamais facturer ses malades avec une bonne somme. Alors, dès qu'il avait une clinique, il facture tout simplement ses malades de 10 livres égyptiens, c'est-à-dire moins d'1 euro, moins d'1 $. Et à ce moment-là, il a pu avoir 2 cliniques, une à Tanta, dans le Delta, et une autre au Caire. Il y avait beaucoup de gens qui l'attendaient à la porte de sa clinique. Il y avait des queues et des queues qui attendaient ce médecin. En fait, il est spécialité fièvre, pédiatrie et médecine interne aussi. Alors, c'est une personne dont la plupart des Égyptiens ont un coup de cœur pour lui. Et ben alors, pour tirer... il y avait un bonhomme très riche des pays du Golfe qui lui a offert une offre de 20 000 livres sterling, parce que ce docteur Machali, il était très pauvre et il n'avait pas de voiture, il n'avait pas de portable, il n'avait pas des marques de luxe autant médecin. Alors, il avait pris les 20 000 livres sterling, mais un an plus tard, cet homme riche, il revient pour voir ce que Dr Machali a fait avec cette bonne somme. Alors, il a découvert que Dr Machali, il a acheté des appareils médicaux pour faire les analyses à ces malades. Il a aussi distribué une bonne somme en achetant des médicaments aux gens qui n'ont pas les moyens. Et aussi, il avait une voiture aussi comme offre et comme cadeau de ce type du Golfe, mais il l'a vendue elle aussi. Alors, ça, c'est une belle leçon de vie à méditer. Et quand il a décédé, il avait souffert d'un effondrement circulaire, mais quand il a décédé, tous les pauvres l'ont pleuré. Maintenant, il y a une rue dans la ville de Tanta qui porte son nom. Et après toute cette petite histoire du docteur Machali, le médecin des pauvres, et qui est très bien connu en Égypte, en fait, il est devenu un symbole de bonne foi et de noble œuvre pour les habitants de Tanta, là où il vivait, et aussi pour tous les habitants égyptiens. Alors, là, la morale, avant que vous me posiez la question, la morale de cette histoire, alors la morale de cette histoire, c'est que être humain, ça vaut mieux qu'être un médecin. Merci. Ouais. C'est ce qu'on appelle en français l'abnégation ou bien ce qu'on appelle l'altruisme. Machali, c'était un altruiste. Toujours, il se sacrifie pour aider les pauvres. Tout à fait. Oui, oui. Mais ma question à vous. Oui. Est-ce que vous avez vécu une situation qui vous a fait rire longtemps? Pardon, j'ai pas bien entendu. Est-ce que vous avez vécu une situation qui vous a fait rire longtemps? Relire? Rire. Rire? Oui, longtemps, rire de folie, oui. Vous savez très bien que le rire de nos jours là, c'est très rare. Hein? Ah. Mais
Non, mais il y a tant de situations que j'ai vécues qui m'ont qui m'ont fait ressentir la paix parce que j'aime bien aider les étudiants au moment où j'étais enseignante. J'aime bien aider les étudiantes, mes étudiantes à moi, c'était au cycle secondaire. Alors, à ce moment, à cette période-là, il y avait des filles qui n'ont pas les moyens pour avoir des livres parascolaires ou bien qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les moyens de suivre des cours privés. Et moi, je leur consacrais un moment pendant la journée scolaire ou bien après la journée scolaire pour leur expliquer. Et ben, à la fin de l'année, ils ont eu la note finale dans ma matière, qui est le français langue étrangère seconde. Et à ce moment-là, j'étais très ravie de moi-même. J'étais très ravie parce que j'ai fait quelque chose qui a une valeur. Merci. Et j'ai pu rire, mais à l'intérieur. Merci, Merci, monsieur. merci, Madame Elissa. Merci. Monsieur Éric Lagarenne, vous m'entendez? Monsieur Éric Lagarenne, vous m'entendez? Vous avez fait beaucoup d'essais aujourd'hui pour nous rejoindre, mais en vain. OK. On passe maintenant le micro à Dr Iman Abdel Nasser, notre belle prof. Dr Iman, activez votre micro. Je vais activer. OK. J'ai beaucoup parlé la dernière fois. Il y a quelqu'un d'autre qui voudrait parler? Non, on ne vous va pas passer. Non, c'est à moi. Donc, je ne sais pas parce que quand vous m'avez dit une situation, je pensais à des situations personnelles. Je vois que les gens racontent des histoires qui ne sont pas personnelles. Donc, je ne sais pas si ma situation serait, je ne sais pas, appropriée. Ben, je vais essayer, quoi. Mais vous avez 2 ou 3 minutes. Bonsoir, Adrienne. Adrienne, Autumn, elle est arrivée. Bonsoir. Oui. En 2 ou 3 minutes, s'il vous plaît. Ça y est, je vais essayer. Donc, Présentez-vous. Présentez-vous. Encore, d'accord. Donc, Iman Abdel Nasser, je suis maître de conférence à la faculté des lettres de Tanta, Tanta en Égypte, pour être précise, dans le delta de l'Égypte. Voilà, je suis au département de français, bien sûr, langue française et littérature française. Et voilà, je suis intéressée par la didactique des langues, en fait. J'ai fait pas mal de stages et je travaille dans l'enseignement de la langue française, grammaire, linguistique, et ainsi de suite. Et donc, voilà, pour... on commence la situation, oui. On commence. Voilà. On ne va pas perdre le temps. Voilà, donc j'ai pensé à une situation qui, dans le domaine du travail, donc après avoir terminé ma première thèse de magistère, et à peu près le master maintenant, donc il y avait ce qu'on appelle des missions égyptiennes, l'équivalent de la bourse du gouvernement français, mais une bourse du gouvernement égyptien. Et donc, c'était à tour de rôle. Il faudrait que, à tour de rôle des professeurs qui ont des assistants et des maîtres assistants. Et donc, c'était mon tour de rôle et j'attendais que je parte en France. Mais j'ai été choquée parce on ne m'a pas donné l'occasion de présenter mes papiers à la faculté. On m'a dit... non, le département a fait la candidature pour quelqu'un d'autre. Il faut pas, vous ne pouvez pas présenter vos papiers. Et donc, c'était bizarre parce que c'était une annonce dans le journal et tout le monde qui
qui peut présenter ses papiers, mais il fallait prendre ses papiers de la faculté. Et la faculté, la personne qui est en charge administrative a refusé de me donner la feuille pour la présenter au département des missions. Donc, j'ai fait une demande au doyen. Je lui ai dit que j'ai le droit, comme d'autres, à présenter mes papiers. Et c'est mon tour de rôle. Et on m'a dit, depuis que j'ai été à la faculté, que c'est à tour de rôle et c'est mon tour de rôle. Donc, normalement, c'est toi qui dois partir, qui doit présenter ses papiers, même pas partir, parce qu'on ne sait jamais qui va partir. Donc, j'ai fait cette demande au doyen et il a accepté qu'on présente les papiers, moi et deux autres collègues. C'était mon tour de rôle et les deux étaient après moi, mais donc, c'est pas grave. Je lui ai demandé qu'on présente tous les papiers, c'est-à-dire je ne voulais pas, moi, prendre cette bourse. Et en fait, je ne l'ai pas eu. Et il y a une collègue qui est partie. L'autre collègue qui voulait partir aussi. Et on a changé un peu la spécificité de qu'il parte. Il est parti après. Donc, le moral, pour terminer, après, ça m'a déçue pendant des années. Je n'ai pas fait mon doctorat. J'ai traîné pendant de longues années. Je me suis... j'ai pris soin de ma famille. J'ai eu 3 garçons et ils ont grandi. Et après, il y avait un doyen qui m'a poussé vraiment. Il m'a dit qu'on te considère comme une collègue et il faut que tu termines ton doctorat. Et tu es la meilleure. Donc, il m'a poussé, il m'a encouragée. Et j'ai terminé ma thèse de doctorat après de longues années. Donc, je n'oublie pas, pour ce doyen et pour ma professeure, Madame Nadia Aref, qui dit encore qu'elle m'a soutenue jusqu'à la fin, alors que j'ai traîné pendant de longues années à ne pas terminer ma thèse. Elle m'a encouragée jusqu'à la fin. Elle a fait des rapports qui sont positifs. Pardonnez-moi, docteur Imen, pardonnez-moi. Peut-être notre rencontre s'arrêtera. On va continuer à travers le même lien. Continue, oui, continue. Voilà. C'est fini? La morale, avant de vous demander, donc la morale, c'est que parfois on veut quelque chose vraiment, mais on ne l'a pas. Mais il faut passer là-dessus. Il faut surmonter, il faut passer là-dessus et puis continuer sa vie, quoi. Il ne faut pas s'arrêter devant les petits obstacles, quoi. Non. Ma question à vous, Madame Imen, je voudrais la réponse en un seul mot. Pourquoi les femmes, pourquoi les femmes réussissent à arriver à leur désir, à leur rêve? Pourquoi? Parce qu'elle... c'est sexiste en fait. La personne, que ce soit homme ou femme, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Mais peut-être que la femme a plus de persévérance et elle sent toujours le défi. C'est-à-dire, quand on m'a refusé de présenter mes papiers, on m'a dit, vous avez une famille et un fils, vous n'allez pas partir, vous parlez bien le français, vous n'avez pas besoin d'aller en France. Des trucs comme ça. Alors, on se sent tout le temps dans un défi pour nous, pour prouver qu'on est vraiment, on n'est pas moins, qu'on est mieux que les autres. Merci. Adrienne, bonsoir. Laïla Jemili, restez avec nous parce que vous allez nous parler un peu. Adrienne, bonsoir Adrienne. Adrienne, activez le micro, s'il vous plaît. Oui,
Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est à vous. Vous avez passé une journée pleine de travail, pleine de soucis. Alors, c'est à vous de nous parler de n'importe quelle situation de vie dont vous avez bien sûr tiré une morale. C'est à vous. Et merci pour ce série-là. D'accord. Alors, une fois, je prenais mon déjeuner dans le food corner de Tesco, d'accord, dans un hypermarché. Et à la fin, un mendiant est venu me voir pour demander, ou un clochard, il voulait me demander s'il pouvait finir ce que j'avais laissé sur mon assiette. Et je lui ai dit que, alors venez, je vous invite à quelque chose. Et il ne voulait pas accepter. À la fin, il m'a dit que d'accord, prenez-moi le moins cher. Mais j'ai dit non, alors choisissez quelque chose selon vos envies. Il a choisi un plat et il m'a dit, il m'a demandé si il ne voulait pas me vexer, mais il m'a dit qu'il voudrait partir dans le parking parce que dans le parking, il y a son ami et il a aussi faim. Et pour moi, ça m'a tellement touchée qu'il était prêt à partir dans le parking pour partager le plat que je lui ai offert avec son ami. Que pour moi, c'était vraiment une grandeur humaine qu'il n'a pas pensé seulement à lui-même, mais partager ce plat avec son ami. Voilà, c'était une petite chose qui m'a touchée à l'époque. Si on vous demande de résumer cette situation en un seul mot, qu'est-ce que vous allez choisir comme titre concernant cette situation? Non, c'est ça. Pour moi, la grandeur humaine. La grandeur, toujours l'humanité. Adrienne, vous avez vécu ou bien vous avez eu une situation de vie qui vous a fait remercier Dieu, remercier ciel longtemps? Oh là 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 là. Il m'avait reconnu. C'est ça que j'ai attendu ça. J'ai attendu ça, mais en plus c'est vrai. Je suis très contente d'avoir connu Philippe. Merci Adrienne. Toujours vous êtes sympa et gentil. Comme M. Philippe, notre grand chasseur. Nous avons 4 chasseurs dans cette rencontre. Chasseur d'escargots, chasseur des animaux, chasseur des poissons, M. Mohamed Atiyah. M. Eric, c'est à vous. Présentez-vous tout d'abord, ensuite vous allez choisir n'importe quelle situation de vie dont vous avez tiré bien sûr une morale. Pas de problème. Donc, bien, je suis Éric Lagarenne. C'est pas mon nom, hein, c'est mon nom Éric Rouget, mais mon nom d'artiste c'est Éric Lagarenne. Je suis français, bien entendu. Je suis né près de Bordeaux pour les gens qui se situent un petit peu entre La Rochelle et Bordeaux, sur l'estuaire de la Gironde. Je suis fils de marin pêcheur. Mon premier travail, c'est l'école hôtelière. J'ai été cuisinier. J'ai tenu un restaurant pendant une douzaine d'années où j'ai commencé à chanter dans les années 80. Et puis, j'avais décidé de changer de métier, de ne pas faire le cuisinier toute ma vie. Et un jour, comme je faisais des soirées chansons françaises, j'ai reçu le contrebassiste d'un monsieur que vous devez connaître qui s'appelle Georges Brassens. Et ce contrebassiste, Pierre Nicolas, m'a encouragé et il m'a dit que j'ai chanté une chanson de Pierre Perret devant lui. Et il m'a dit, si tu veux être chanteur, tu peux faire ce métier-là, tu as des choses à apprendre. Et donc, j'ai écouté ce conseil, j'en avais très envie. Donc, j'ai mis des remplaçants dans mon hôtel-restaurant, une autre équipe, et je suis parti sillonner la France dans un premier temps. Je n'avais pas mes propres chansons, je chantais les gens comme Jacques Brel, des chanteurs français qui avaient une bonne réputation. Et après avoir fait ça pendant 10 ans, j'ai voulu enregistrer des chansons de mon répertoire et de les présenter à l'étranger. Voilà, donc j'ai été bien reçu au Canada. C'était le premier pays qui m'a diffusé mes chansons.
Et l'Égypte est venue assez rapidement. J'ai eu plus d'une cinquantaine de pays qui ont diffusé mes chansons, mais l'Égypte est le pays qui m'a vraiment invité dès le départ, où j'ai déjà pu faire des concerts là-bas, mais je suis allé une dizaine de fois en Égypte pour des émissions de télévision, des émissions de radio. Là, on peut voir que sur Messenger, il y a pas mal de gens qui me suivent. Donc, j'ai aussi, bien sûr, l'Afrique qui est derrière moi quand même aussi, pas tout entière, c'est immense, mais j'ai les pays africains comme, bon, il y a la Tunisie, mais il y a aussi le Sénégal, le Cap-Vert. Donc, voilà, c'est une passion. J'espère maintenant, vous savez qu'avec le Covid, on est bloqué. J'aurais dû être en Égypte ces jours-ci, je devrais rentrer là. Et on n'a pas pu partir, on a annulé le projet, on l'a reporté. Et puis j'ai des projets encore au Cap-Vert, j'en ai tout plein. Pour l'instant, on travaille les projets, on travaille les nouvelles chansons, mais à la maison, quoi. Voilà. Donc, j'ai fait une petite présentation rapide. S'il y a des gens qui veulent venir, ils peuvent m'inviter en ami sur Messenger, sur Facebook, entre autres, il n'y a pas de problème. J'ai déjà 2 amis là, qui figurent en haut de l'écran. Et donc là, je voulais vous parler d'une situation, si vous le voulez bien. En fin de compte, j'ai 3 situations, donc il a fallu en choisir une. Oui, enfin, une seule. Ouais. Voilà, mais ce sont… Moi, ce que j'ai choisi des situations qui auraient pu être tragiques. Vous voyez, les trois situations auraient pu me mener tout droit en prison. Et tout ça en faisant ce métier. Ces événements me sont arrivés en voyageant. Donc, la dernière fois, c'était l'année dernière, oui, fin 2019. J'étais à Dakar et je devais aller rencontrer l'ambassadeur au Cap-Vert, M. Serrault. Et donc, j'ai pris l'avion de Dakar à Praia, tranquillement. Petit avion, pas beaucoup de place, bien sûr, et pas beaucoup de gens à l'enregistrement des bagages. Donc là, devant moi, il y avait une dame, une jeune dame, qui avait l'air très, très embêtée avec le poids de ses bagages. Elle avait beaucoup de caisses en polystyrène, comme où on met les poissons à l'intérieur, vous voyez, avec le couvercle et tout ça. Sur son chariot, il y en avait, je ne sais plus combien de caisses, plus une valise, petite valise. Et elle cherchait dans le rang des gens qui étaient en attente, quelqu'un qui n'avait pas trop de bagages, c'était mon cas, pour pouvoir, vous comprenez le système, que je prenne ses bagages un petit peu, parce que sinon elle payait beaucoup plus. Et donc, bien comme je suis d'un naturel assez gentil, je n'ai pas vu vraiment le problème. Moi, j'avais une valise qui n'était pas très grande, elle pouvait passer en bagage à main, mais je voulais la passer dans la soute pour être tranquille, en fait, pas avoir de bagage à main. Et quand elle a vu mon bagage, elle m'a dit vous pourriez m'aider, j'ai un souci, tout ça. Il suffit que vous preniez votre valise et vous la passez en bagage à main et vous me prenez la mienne en soute. Comme moi, je n'avais pas de poids, vous comprenez, j'avais une réserve de poids. Donc, je suis allé avec elle et je lui ai inscrit son bagage. Voilà. Donc, c'est la chose à ne jamais faire. Parce qu'on ne sait jamais ce que la personne peut transporter dans le bagage. Vous comprenez la situation? Oui. Et donc, cette femme, très sympathique, m'a suivi, étant donné que maintenant on était mariés avec son bagage. On était obligés de se retrouver à la sortie de l'avion, à la descente, à l'aéroport. Et puis, nous sommes passés dans les derniers au contrôle de douane, et je me suis aperçu que cette femme n'était pas en règle. Elle n'avait pas de visa, mais j'étais quelque part quelqu'un qui la connaissait. Donc là, je me suis dit, et il fallait que je récupère sur le tapis la valise qu'elle m'avait confiée. Et puis, les gens, elle a eu des contrôles. Elle n'avait pas de visa, elle n'avait pas de papier vraiment en règle.
parce que soi-disant que l'année d'avant, elle avait pu aller à Praia facilement. Mais bon, les choses ont changé. Et cette dame est restée 3 jours à l'aéroport, sur un banc. Et elle a failli, oui, oui. Et moi, j'ai failli être interpellé parce que j'étais son accompagnateur. Et je ne la connaissais pas du tout. Ce qui m'a fait un peu étrange, c'est qu'elle me disait qu'elle avait dans ses caisses polystyrène des crustacés, pardon, des crustacés qu'elle allait porter chez des amis, un restaurant, je ne sais plus quoi, à Praia. Et après, j'ai réalisé que c'était stupide, parce que les crustacés, il y en a autant à Praia qu'à Dakar. J'ai trouvé que c'était pas tellement logique ce transport-là. Et bien, j'ai attendu pas mal de temps. Et quand j'ai vu qu'elle était bloquée, je suis parti. J'ai laissé tourner la valise et les choses sur le tapis. Parce que j'ai dit, si quelqu'un me demande ce que j'ai fait avec cette dame, je risque d'avoir de gros ennuis. Voilà, ça c'est une anecdote. Enfin, c'est une situation qui aurait pu tourner très mal. Voilà. Donc, et après, elle m'a téléphoné, je lui ai donné son téléphone. Elle n'a pas pu sortir de l'aéroport et elle est repartie. Elle a été très, très embêtée. Donc, c'est le conseil que je veux donner, même si on a envie de rendre service à quelqu'un, il ne faut pas prendre son bagage, on ne sait pas ce qu'il y a dans ce bagage. Parce que c'est moi qui l'avais inscrit, ce bagage. Donc, s'il avait été fouillé ou quoi, c'est moi qui étais vraiment, j'aurais pu passer mon séjour en prison. Comment j'aurais pu justifier que je ne connaissais pas cette dame et tout ça? C'est très compliqué. Donc, je sais que vous allez me poser la question du mot. Là, ça serait plutôt la confiance qu'il faut souvent peut-être éviter de faire à chacun, quoi. Il faut être un peu plus méfiant. C'est difficile de vous demander de résumer cette belle histoire. Ben oui, mais c'est une histoire. Après, j'en ai 2 autres comme ça. Peut-être qu'un jour on en reparlera, qui auraient pu être dramatiques. Mais Qui auraient pu être dramatiques aussi. C'est parce que je voyage beaucoup, peut-être. Je ne sais pas. Ou je suis peut-être pas assez méfiant. C'est ce que mon entourage me dit, que je fais trop confiance. Mais je vous pose la question d'une autre manière. Allez-y. Au début de votre démarche de chanter, oui. Quelle est la situation qui vous a fait sauter de joie comme un cabri? La situation qui m'a fait sauter de joie, il y en a plusieurs là aussi. C'est assez difficile de répondre rapidement. Sauter de joie, quand j'ai fait l'Opéra du Caire dans mon métier, ça m'a fait très plaisir, par exemple, quand j'ai dit, parce que c'est une salle magnifique. C'est peut-être le plus bel opéra, je pense, hein, l'Opéra du Caire. Donc ça m'a fait sauter de joie. Ce qui m'a fait sauter de joie, c'est quand, comment dire, quand les gens apprennent mes chansons, quand des moments très forts, quand on sait que on apprend nos textes à l'étranger, ça c'est très très important. Ouais. Voilà, j'ai eu une belle histoire avec une femme qui m'avait entendu sur une radio en France, une radio régionale, et elle a demandé à la radio, à l'animateur, de lui donner mon téléphone pour qu'il me donne le téléphone pour que je puisse lui envoyer mon album. Et cette dame, elle habitait l'Est de la France, je lui ai envoyé l'album, et puis quelques temps après, elle me contacte un mois après en me disant je vais vous acheter 10 albums. Je dis pourquoi? Je veux faire des cadeaux. Et donc là, bien sûr, j'étais content de vendre 10 albums, mais ce qui m'a fait le plus plaisir, qui m'a fait un peu sauter de joie, c'est qu'elle m'a raconté l'histoire. Elle partait avec 3 autres amis faire le parcours de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et elle dormait dans des auberges de jeunesse où les gens dormaient entre filles, entre garçons. Et elle avait appris 4 ou 5 de mes chansons parce qu'elle adorait chanter. Son mari jouait de la guitare. Et elle a dit, ce chanteur, je l'apprécie bien et je vais chanter dans la chambre. Je chanterai
3 ou 4 de ses chansons, 4 ou 5, à mes amis. Et puis, elle a chanté assez fort. Et dans le couloir, il y a des jeunes qui n'étaient pas espagnols, hein, portugais, je pense, qui étaient dans cette auberge de jeunesse. Ils ont entendu cette femme chanter mes chansons. Ils ont écouté 1, 2, 3. Ils sont restés dans le couloir. Mais c'est des gens qui avaient 25 ans. C'est pas toujours l'âge de mon public. Ils sont souvent plus âgés quand même. Et donc là, ils ont frappé à la porte. Ils ont dit à cette dame, on est désolé, mais qui est-ce qui chante ces chansons-là? Ces chansons. A dit, c'est très bien, on aime beaucoup. C'est des gens qui parlaient français, c'était pas leur première langue, ils étaient portugais. Et donc, la dame a dit, mais si vous voulez, vous allez vous asseoir sur le bord du lit et je recommence. Donc, ils ont passé 20 minutes supplémentaires dans la chambre des filles et elle a recommencé pour eux. Et alors, elle a dit, vous me donnez vos adresses et les gens de plusieurs nationalités arrivent à me connaître grâce tout d'abord à la radio dans un taxi, puis après, c'est une superbe histoire qui fait très plaisir. C'est tout ça qui me donne envie de... Merci, monsieur Eric. Merci. On passe à Rosa, mais avant de passer le micro à Rosa, parce que vous avez, vous avez attendu beaucoup de temps. Laïla Jumel, Madame Laïla, c'est à vous de vous préparer un peu avant de parler, ok? Parce que vous allez parler avec Rosa. Oui, c'est à vous, Rosa. À moi ou à Leïla? Oui, c'est à vous tout d'abord. Ah, merci beaucoup. Je suis un peu émue à écouter toutes ces expériences qui me touchent beaucoup. Merci, Monsieur Eric, qui est la première fois que je vois dans l'écran, comme ça. Merci beaucoup. Et je vois moi aussi beaucoup d'amis, Madame Imam, Leïla, avec qui j'ai conduit des projets européens. Je suis vraiment surprise de la voir ici, comme le monde vraiment est très petit. Alors, je pense, j'avais préparé quelque chose, mais en vous écoutant, j'ai réfléchi sur ma vie, c'est-à-dire sur mon parcours professionnel, surtout, qui a commencé quand j'étais au collège, quand mon professeur de français, quand j'ai choisi la langue française comme première langue, et elle me disait non, non, tu ne dois pas choisir le français parce que le français va bientôt être supplanté par l'anglais. Va choisir pour tes études de l'anglais parce que à travers l'anglais, tu pourras travailler plus rapidement. Bon, moi, j'avais déjà pris ma décision et j'ai suivi ma passion. Et donc, j'ai commencé mes études, mais moi-même, je n'aurais jamais pensé d'arriver, que les Français m'auraient porté si loin, en Égypte, au centre, par exemple, du désert de Sahara, à Siwa. Si quelqu'un m'avait raconté ça, je n'aurais jamais cru. Et j'ai eu la chance, la grande chance de rencontrer des personnes merveilleuses d'autres cultures. Avant de commencer mes projets européens, parce que moi, je suis professeure de français, mais il y a quelques années que j'ai commencé à m'occuper de projets européens. Mais à travers les projets européens, j'ai eu la grande chance de rencontrer des personnes d'autres cultures complètement différentes, comme par exemple la culture turque ou arabe, qui m'ont porté sûrement, m'ont enrichi, voilà. Mais pas seulement du point de vue
professionnel, mais surtout humain. Avant de commencer ces projets, je regardais les images, par exemple, des femmes avec le voile et j'avais des préjugés, je dois les juger. Et je pensais que les femmes étaient des femmes soumises aux hommes qui ne pouvaient pas étudier. Alors, j'éprouvais une grande douleur. Mais pourquoi ces femmes-là ne peuvent pas étudier? C'est plus fort que moi. Mais quand j'ai commencé à des projets et dont la plupart des professeurs et femmes étaient avec le voile, et maintenant, je ne vois plus les voiles. Je vois des personnes merveilleuses. Et je pense que moi, au contraire, je n'ai pas une joie, la même joie qu'ils trouvent chez les femmes avec le voile. Parce qu'ils ont choisi. J'ai compris après ça. Hein? Avant de cette rencontre, avant de les rencontrer, vraiment, j'avais beaucoup de préjugés. Mais après, avec la rencontre réelle, avec les échanges réels, j'ai pu comprendre que les femmes, même avec le voile, étaient des femmes merveilleuses, très cultivées. Je pense d'une culture très grande et je pense plus que les Européens, je peux le dire. Donc, je suis honorée, ravie, par exemple, de connaître Madame Iman. Elle est merveilleuse et les yeux, les regards expriment une grande joie de vie. Merci. C'est ça. Merci. Merci à vous. Je me donnais toujours cette grande opportunité de m'exprimer, de parler, de raconter ma vie. Parce que moi, je suis une professeure de français, je l'ai dit, passionnée de la langue française. Et c'est tout. Je suis très heureuse et encore émue d'être ici et ravie, honorée de parler et d'entendre ces personnes. Merci. Mais vous avez une personnalité extra. Merci beaucoup, vous aussi. On passe à Leïla Jimili. Leïla, bonsoir Leïla. Activez le micro, s'il vous plaît. Allez, le micro. Oui. Rebonsoir. Je vous entends très bien. Ben, je vais essayer de... Alors, il y a un message qui s'affiche. Oui, commencez. À désactiver. Oui, commencez à partager ce que vous voulez. Nous sommes à vous. Voilà, donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, je suis passionnée de lecture, comme je l'ai déjà dit. Et puis voilà, je suis en train de lire cette œuvre de Le Tellier. Elle s'appelle L'Anomalie. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Mais Leïla, vous avez 3 minutes maximum, s'il vous plaît. 3 minutes. Oui. Donc voilà, c'est à partir de là, je vais vous résumer un peu la situation. C'est une jeune Africaine qui a été victime. En fait, elle a entendu un mot qui l'a blessée, qui l'a énormément blessée. Et puis voilà, elle a décidé à partir de ce mot, tout à l'heure, on a entendu Madame Imen, elle a dit que y a des mots qui blessent au point qu'on arrête tout. Hein. En fait, voilà la leçon que je voulais vous donner, c'est qu'au contraire, il faut qu'à partir de ces mots, rebondir et aller de l'avant et continuer. Au contraire, montrer à tout le monde que voilà, il faut faire justement le contraire de ce que on voulait nous faire croire, tout simplement. Voilà, c'est tout, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, si vous voulez, vous pouvez lire l'extrait. Vous le voyez devant vous, hein, je pense. Oui. Oui. Vous pouvez faire une capture si vous voulez, sinon, si des collègues veulent avoir une version numérique, je peux très bien leur communiquer une version numérique. Merci beaucoup pour m'avoir donné cette opportunité et voilà, ravie de vous avoir rencontrés tous. Mais cessez de partager et attends ma question. D'accord. Attendez. La question surprise. Oui.
Oui. Alors, j'ai une question aussi. Hein. Vous me permettez une petite question? Est-ce que vous tirez les questions comme ça au hasard ou est-ce que... Parce que des fois, on raconte tellement de choses au hasard, tellement loin des questions que vous posez qu'on sent qu'il y a quelque part un piège. Oui. Pas de piège. Pas de piège, non. Je vous taquine seulement, oui. Je vous taquine, Laïla. Oui, je vous taquine. Laïla, quelle est la situation de vie? Attendez un peu. Nour al-Hada, s'il vous plaît, oui. Laïla, quelle est la situation de vie à travers laquelle vous avez commencé à pleurer longtemps? Pleurer? Oui. Pleurer. Ben, moi, j'ai la larme facile, hein, je ne vous le cache pas. Donc, moi, je peux lire un livre et pleurer comme une madeleine, comme on dit en français. Et puis, quand j'étais adolescente, j'ai vraiment pleuré jusqu'à en avoir mal à la tête. Hein. Et c'était juste un livre. C'est pour vous dire que, voilà, je suis trop, vraiment, j'ai la larme facile. Donc, voilà, j'ai lu un livre et j'étais trop jeune. Et puis, j'ai vécu l'histoire vraiment et ça m'a fait beaucoup pleurer. Donc, c'était Les oiseaux se cachent pour mourir. Le livre, je m'en souviens très, très bien. Et voilà, c'est pour vous dire, un livre arrive à me faire pleurer. Merci Leïla, merci d'avoir accepté l'invitation, merci, je suis vraiment ravi à tous et merci de vous pour voir. ces belles histoires. Ok, merci Leïla. Merci à vous. Ok, on passe le micro à Monsieur Mohamed Hindi. C'est Mohamed. D'accord, Monsieur Elal. Bonsoir, notre cher inspecteur de français de Behaira. Merci, monsieur, merci. Et bonsoir, chers profs, chers collègues, chers amis. Et vraiment, je suis, comment dirais-je, honoré et heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Et merci infiniment à mon cher frère et à mon complice, aussi, monsieur Glal, pour son invitation appréciable. Et comme merci, je voudrais lui dire aussi merci et infiniment de m'avoir aidé à rompre mon silence, de m'avoir aidé à me débarrasser de cet état de stagnation, d'hibernation mentale à cause du confinement. Et puisque c'est ma première participation, ma première rencontre avec vous, je me permets de me présenter un peu. Je suis Mohamed Hindi, inspecteur et coordinateur de projet ADFE pour mon gouvernorat Al-Behaira, qui se trouve juste à côté d'Alexandrie au nord. Un projet noble qui vise à développer l'enseignement de français en Égypte, surtout dans les écoles gouvernementales. Je me permets de parler un peu de moi-même, mais j'aimerais bien vous dire au début que je souffre de temps en temps de syndrome de la page blanche. Je me sers de termes pour justifier tout blocage mental prévu. Au début, j'ai passé presque toute ma vie, toute mon enfance, toute ma jeunesse dans un petit village cloîtré, isolé de presque tout le monde. Et le français vient m'aider à me débarrasser de cet isolement, de ce cloîtrement. Je le considère comme le bateau et que me transporte vers les ports de la pensée, les ports du savoir dans le monde entier. Alors, comme le confirme Marcel Proust, rien de grand ne se fait sans la solitude. Je profite de cette solitude et je commence à lire. Et à lire aucun livre. Je commence à lire en français Léo Tolstoï, La guerre et la paix, et Anna Karenine. Et je commence à lire Alberto Moravia, Moi et lui, Le paradis, La femme léopard.
Et je commence à lire la littérature maghrébine, Kateb Yassine, Driss Shraibi, Assia Jebar, Mohamed Dib. Et même, je commence à lire les œuvres, les chefs-d'œuvre des écrivains égyptiens traduits en français pour profiter de nouvelles expressions. Et je suis passionné par le théâtre, comme M. Francis l'a déjà mentionné de la rencontre passée, et à tel point que je fais ma thèse de magistère sur la dramaturgie du théâtre unesquien de Jeune UNESCO, surtout dans sa pièce intitulée Rhinocéros. J'adore lire Eric Emmanuel Schmitt, Les Fleurs du Coran, M. Brahim et Les Fleurs du Coran, et Ulysse from Bagdad et Oscar Radam-Rose. Et pour revenir à la question de départ, monsieur l'a déjà posée, la morale. Et une fois, j'étais à Amiens, pendant mon séjour à Amiens, et j'étais à la Comédie Française, et j'assiste à une rencontre avec M. Eric Emmanuel Schmitt. Et je remarquais qu'en répondant aux questions des journalistes et des intervenants, il ferme les yeux, il garde le silence pour quelques instants avant de répondre. Et moi, à l'improviste, je lui demande, monsieur, pourquoi vous fermez les yeux, vous prenez quelques instants avant de répondre, est-ce que vous attendez les moments d'inspiration spirituelle? Il rit et il m'a dit que je révise mon écran intérieur. Et dès lors vient la morale. Et j'ai appris comme le verbe français le désigne qu'il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. C'était une morale pour moi. Et si M. Hélène me pose une question sur une situation qui me fait rire toujours, je travaillais durant 20 ans comme enseignant de FLE. Et une fois, j'explique à mes chers élèves et jeunes filles, bien sûr, des adolescentes, puisqu'il n'y a pas de mixité dans les écoles secondaires en Égypte. Et je commence à expliquer comment exprimer leurs avis et leurs opinions. Et j'ai essayé de simplifier les choses. Le niveau des élèves était un peu si médiocre, ou bien pour éviter tout sens péjoratif, leur niveau était en baisse. Alors, je simplifie les expressions, j'utilise une seule expression et je leur explique pour exprimer son avis. On dit, à mon avis, je fais un enchaînement consonantique. À mon avis, et je commence à donner des exemples. À mon avis, le français est simple. À mon avis, le film de soirée est beau. À mon avis, ça trouve chic. Et alors, une jeune fille, debout, rouge, proteste sévèrement. Monsieur, disons, monsieur, il n'y a que Mona en classe. Mona, c'est un prénom égyptien. Et je m'assure alors que l'intuition féminine et la jalousie féminine se bougent. Et elle proteste. Elle m'a dit, dorénavant, j'en dirais qu'à Saravi, à Raniavi, je proteste d'utiliser le prénom Mona. Et moi, je capitule parce que je ne peux résister devant la jalousie féminine et je change tout de suite. Je commence à utiliser selon moi, pour moi, etc. Et merci, M. Hillel. Je ne peux pas vous poser des questions parce que nous sommes amis depuis longtemps. Alors, je vous laisse maintenant. Je passe le micro à M. Mohamed Atiya. Mais avant de passer le micro à M. Mohamed Atiya, qui a beaucoup attendu, merci M. Mohamed, notre prochaine rencontre, c'est quoi? Oui, monsieur, d'accord. Où vous rêvez de vivre? Où vous rêvez de vivre? En quel pays vous aimez vivre? Dans quelle région? Dans quelle ville vous aimez vivre? Et pourquoi?
c'est clair. Vous allez choisir les lieux, la région, la ville, la place, le pays dans lequel vous aimez, vous rêvez d'y vivre. Et pourquoi? Naturellement, monsieur Éric Lagarenne va choisir l'Égypte, parce que je connais bien que vous aimez l'Égypte et aussi l'Égypte vous aime, monsieur Éric Lagarenne. On passe le micro à monsieur Mohamed Atiya. C'est à vous. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. S'il vous plaît, monsieur Hillel, signalez-moi si ma voix est claire ou non. Oui, oui, c'est très bien. Je vous écoute. C'est très bien. La voix est claire et votre visage est clair. Merci beaucoup. Ravi d'être parmi vous. Et j'ai l'impression qu'on est dans une ville, comme on dit, cosmopolite, ou dans un pays, dans un monde virtuel, mais qui rapproche toutes les cultures. Sous le slogan de la francophonie, dans une ambiance de tolérance et d'amitié. J'ai un commentaire sur l'histoire de Madame Rosa. Pardonnez, monsieur Mohamed, c'est monsieur Mohamed qui va mettre fin à notre rencontre aujourd'hui. Je vous remercie tous d'assister. Je vous remercie tous d'être là. Merci à tous. J'ai un grand plaisir d'être parmi vous. Inch'Allah, notre prochaine rencontre, on va parler de votre lieu ou bien de votre région préférée. Oui, monsieur Mohamed. D'accord. Madame Rosa a parlé de son image précédente sur la femme qui porte le voile. D'accord? Malheureusement, c'est vrai que cette image est répandue partout en Europe et dans le monde occidental. On voit toujours la femme qui porte le voile et l'homme qui a une barbe comme c'est quelqu'un qui est fermé, qui n'a pas l'esprit ouvert sur le monde, qui est parfois, quelques Européens voient que cette femme et cet homme sont malheureusement des terroristes. Je ne sais pas d'où ils ont apporté cette idée. Mais d'après une rencontre comme ça, on fait la connaissance, on échange les cultures et donc on arrive à accepter l'autre. Et à chacun sa culture, et à chacun sa mentalité. D'accord? On passe le micro à Madame Rouhiya. Madame Rouhiya, c'est la directrice générale du Centre culturel de Zazik et Mansoura. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à vous. L'honneur est à moi. Alors bonsoir, je vous salue une deuxième fois. Donc je suis ravie d'être parmi vous, mais juste une petite correction parce que j'étais la directrice donc du CEF de Mansoura pour un certain temps et puis aussi pour à peu près 7 ans pour celui de Zagazig. Donc je m'appelle Madame Rouhiya pour les gens qui ne me connaissent pas bien sûr. Je suis d'origine algérienne et je suis égyptienne parce que j'ai obtenu la nationalité vu mon mariage à un Égyptien. Alors, en fait, il y a plusieurs situations à marquer. J'allais aussi parler d'une personnalité qui m'a beaucoup marquée, c'est Dr Farha Chennaoui. Donc, en arrivant ici, les choses n'étaient pas aussi faciles pour moi, surtout les 2 premières années, parce que j'étais en France. Je préparais mon DEA donc j'ai eu de l'école des mines de France et de Paris. Venant ici vivre dans un petit village, c'était pas très facile pour moi. Donc, c'est vrai que je viens d'un pays arabe comme l'Égypte aussi. Il y a des choses, beaucoup de choses qui sont donc communes. Mais il y avait aussi quelques différences. Donc, la mentalité, comprendre les gens, mon entourage aussi. Donc, vivre dans un village, donc, ils ne sont pas très, très ouverts. Donc, en fait, j'ai souffert pendant à peu près 2 ans. Mais après, j'avais la chance de rencontrer Dr Farha que mon mari connaissait bien. Donc, Dr Farha, pour les gens qui ne connaissent pas, c'était la doyenne
de la faculté de médecine de Mansoura. Puis, donc, elle était aussi la vice-présidente donc, de l'université de Mansoura. C'est elle, d'ailleurs, qui m'a donc encouragée à, bien sûr, enseigner le français, parce qu'il n'y avait pas de centre, en fait, en 90, 93, c'était. Donc, on avait commencé, donc c'était un projet qu'on a monté ensemble, on a essayé de le monter ensemble. Donc, à l'époque, elle était professeure docteur donc, à l'université. Donc, on a fait donc, toutes les démarches qu'il fallait faire. On a rencontré les responsables, l'ambassadeur. Il y avait plein de choses à faire. Ce n'était pas facile à ouvrir le centre. D'ailleurs, on a commencé dans le centre de Mohamed Rounine, docteur Mohamed Rounine, qui est très connu, hein, d'urologie et néphrologie à Mansoura. Donc, j'avais donc commencé à enseigner le français à des médecins. Et d'ailleurs, alors, au fil du temps, donc ça fait pratiquement 25 ans que j'enseigne le FLE pour moi, et je m'excuse pour les autres, donc pour les autres types de publics. C'est le meilleur public à qui j'ai enseigné. Donc, ils sont ponctuels, sérieux, respectueux, donc ils ne perdent pas de temps. Donc, pour moi, c'était une expérience unique, hein, d'avoir enseigné à ces gens-là, à ces médecins. Maintenant, ce sont des responsables, ce sont des gens qui sont allés dans d'autres pays comme le Canada. C'était plus facile à l'époque. Maintenant, malheureusement, c'est plus difficile. Et bon, pour moi, donc, avoir une carrière ou enseigner le FLE, c'était quelque chose de loin pour moi, parce qu'en fait, je suis ingénieur. Je suis gradué de l'école de Nîmes, ingénieur en géologie de l'ingénieur. Vous allez vous poser la question comment ça se fait. Bien sûr, pour travailler dans ma spécialité en Égypte ici, ce n'est pas aussi facile, c'est même impossible. Parce qu'il y a des gens qui ont des diplômes et qui n'ont pas la chance de travailler. On a essayé, mon mari a essayé, a frappé à toutes les portes, mais ce n'était pas donc facile, hein. C'était en vain. Donc, docteur Farah Chenaoui, je me rappelle bien ma rencontre avec elle, ma première rencontre. Donc, bon, je lui ai remis mes attestations, donc mes diplômes. Bon, elle les a vus. Et j'ai commencé à parler en français. Juste, j'ai dit deux mots. Elle m'a dit non. Je voudrais bien que vous parliez l'arabe. Parce que bon, tout le monde croit que les Algériens ne parlent pas très bien l'arabe. Et je lui ai parlé en arabe. Elle était étonnée parce que je parle l'arabe littéraire bien comme il faut. Et elle m'a dit, non, pour le français, je suis certaine, vu que vous êtes gradué de l'école de Nîmes en plus, que vous avez étudié, vous étiez en France pendant 4 ans, vous avez étudié, donc vous avez fait vos études primaires, préparatoires, secondaires aussi. Donc, je ne crois pas qu'il y ait un problème quand même. Et bien sûr, vous allez suivre une formation. C'est quelqu'un, un médecin, une pension. Ça ne veut pas dire qu'on peut parler en français, qu'on peut enseigner, parce que l'enseignement, c'est savoir transmettre l'information à quelqu'un d'autre, au tiers. Oui, alors c'est de là que ma carrière a commencé. Donc, je suis passée par plusieurs étapes. J'ai travaillé aussi comme traductrice et interprète. Et c'est Dr. Farah Chenaoui qui m'a donné aussi l'occasion. Parce qu'il n'y avait personne pratiquement pour faire donc interprète. Il y avait par exemple le conseiller culturel qui venait du Caire pour, par exemple, un événement, quelque chose comme ça, donc à l'université de Mansoura. Il n'y avait personne donc, pour traduire ce qu'il disait. Et c'était, bon, il faisait appel à moi. C'était pour moi la première fois que je faisais ça. Je ne savais pas si je pouvais réussir ou non. Alors là, être bon, devant un public de 500 ou 600 parfois, ce sont des médecins en général, ce sont des étudiants en médecine aussi. Donc, bien sûr, le sujet n'était pas vraiment, donc, parce que c'était d'ordre général. On parlait, par exemple, de quelque chose concernant la médecine. Quand même, donc, pour moi, j'avais toujours peur de faire ça, mais ça marchait. Et donc, pour moi, c'était une découverte que je pouvais faire ça. C'était très intéressant pour moi, mais malheureusement, on n'a pas la chance de faire ça plusieurs fois, parce que, bon, vu qu'il n'y a pas assez d'événements, c'est juste quand il y a quelqu'un qui vient de Caire, un Français, quelque chose comme ça, où on a besoin de moi. Mais c'était quelque chose de si
spécial parce qu'on vit dans une province, on n'est pas au Caire, on n'est pas à Paris, on n'est pas. Donc, quand on fait quelque chose comme ça, tout le monde s'étonne comment il peut faire ça facilement. Mais bon, c'est faisable, hein, en fait, compte, oui. Aussi, je voulais dire quelque chose qui m'a marqué alors pendant longtemps. Il a trop marqué d'ailleurs. J'avais à peu près 13 ou 14 ans, j'étais à ce stade où c'était préparatoire. Alors, j'étais avec des étudiants, ou bien des élèves qui venaient de Boumardès. Boumardès, pour les gens alors, qui connaissent un petit peu l'Algérie, alors c'est une ville donc, industrielle, donc pleine de médecins, d'ingénieurs, de techniciens. Alors, les familles, donc les parents de ces élèves, étaient une. Alors, à l'époque, c'était dans les années, je crois, quelque chose comme ça. Donc, les parents parlaient français avec leur enfant. Et moi, la pauvre, qui venais d'un petit village, s'appelait Télé-Labine, je viens d'une famille chrétienne. Le village aussi, c'est très modeste. On parle arabe, hein, c'est notre langue. D'accord? Mais mon père, c'était papa, ne sait pas, c'est ni ma mère d'ailleurs. Bien. Alors, à l'école, pendant les cours de foot, j'avais comme enseignant, j'espère qu'elle n'est pas, Madame moi, quand j'étais enfant, bien sûr, j'étais toujours, pour mon classement, soit j'étais la première, la deuxième ou la troisième. Bon. Et alors, j'étais forte en mathématiques, en sciences, je ne sais pas quoi, toutes les matières. Sauf en France. Malheureusement pour moi, donc j'avais une bonne note, par exemple, en grammaire, mais alors pour la rédaction, pour ce qui est expression orale, donc j'avais toujours une mauvaise note. Et les autres, puisqu'ils donc pratiquaient la langue avec leurs parents, donc ils avaient toujours les meilleures notes en français. Mais pour la moyenne, c'est moi toujours qui ai toujours la meilleure moyenne. En général, alors, pouvoir 16, 20 comme en général, c'est avoir une félicitation comme mention. Pour avoir la félicitation, il faut que bien sûr les enseignants se réunissent et bien sûr approuvent que tel ou tel élève ait cette mention. Madame Jumban, c'était la seule qui refusait que j'ai quand même cette mention. Pourquoi? Parce que ma note en français, elle était entre 9, je me rappelle bien, entre 9 et 11 sur 10. Donc on acceptait. Et il y avait eu une fois un tableau d'honneur. Un tableau d'honneur, c'est la troisième mention. Il y a félicitations, encouragement, tableau d'honneur, malgré que j'avais la meilleure moyenne à cette époque-là. Ça m'a beaucoup fait mal, m'a frustrée. Et puis j'étais très jeune, je ne comprenais pas. Et c'est de suite, elle me faisait des remarques en classe. Alors, j'avais décidé, contre moi-même, alors de faire l'impossible pour progresser en France. Alors, qu'est-ce que je faisais? J'achetais des même, c'était un roman. C'est vrai qu'il y avait une certaine base, mais bon, donc, je relisais la même. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à progresser. Et vous savez ce qu'elle a dit quand donc c'était à la fin, elle devait quitter l'école. Elle a dit, c'était une femme sévère, très sérieuse, travailleuse, elle expliquait bien son cours, ainsi de suite, je ne peux pas le nier. Elle a dit juste un mot. Je remercie un petit peu Mademoiselle Rokhaya pour les progrès qu'elle a fait. Un petit peu. Et moi, j'avais fait des efforts incroyables. Elle m'a remercié, c'était moi la seule, parce que je suis arrivée à un point où je pouvais avoir la meilleure note en rédaction, expression orale, je pouvais m'exprimer.
Ça a pris un peu de temps, à peu près une année, mais ça a marché. Alors, qu'est-ce que j'ai tiré de ça? C'est que rien n'est impossible. Et bon, alors, il faut voir que le temps tourne et maintenant, je travaille. Donc, c'est le français qui m'a fait gagner un peu d'argent, qui me fait marcher. Donc, c'était ma solution en venant ici en Égypte. Alors, rien ne se perd. Je me rappelle aussi de la parole de mon père, le défunt mon père, il m'a dit, quand je lisais, il m'achetait des livres de toute spécialité. Je lui ai dit, non, mais ce n'est pas ma spécialité. Pourquoi je vais lire ce livre? Il m'a dit, non, il faut le lire. On ne sait jamais. Peut-être que j'en aurai besoin un jour. Et c'est vrai que maintenant, c'est le français, donc c'est la source. C'est-à-dire, c'est mon métier maintenant, c'est le français, malgré que c'est trop loin de ma spécialité. C'est ça que je voulais vous dire. Et j'espère que vous n'avez pas prévu. Et merci pour m'avoir accordé ce temps et m'écouter. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci. Merci.